Merci pour cette invitation qui m'a fait réfléchir à une thématique qui n'est pas ma spécialité. Les conflits d'intérêts, je n'ai pas vraiment de conflit d'intérêts avec les pathologies limites. Juste peut-être la chose qui peut vous intéresser, c'est que j'ai fait toute ma formation à l'hôpital Robert Debré dans le service de pédopsychiatrie, et donc je n'ai quasiment jamais utilisé ce diagnostic de fait. Alors, néanmoins, je vais commencer ma présentation par une histoire clinique que j'ai vécue il y a un mois. J'ai été invité par un collègue à Boston et il m'a amené à l'hôpital psychiatrique au nord de la ville, dans lequel il y a un service de psychiatrie infanto-juvénile. Et d'ailleurs, tout neuf, avec beaucoup de moyens, très sécurisé, hein, un peu comme une UMD pour un service d'adultes, avec du personnel compétent. Et donc, lui faisait office de superviseur de l'équipe de pédopsychiatrie. Donc, on lui présente un petit patient, 13 ans, et pour résumer l'histoire clinique de façon très courte, c'est un patient qui a vécu une enfance désastreuse, avec une maltraitance colossale, abus sexuels, etc. etc. En ce moment, il est dans une démarche de changement de genre. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'en entretien, je n'arrive pas à savoir si c'est une fille ou un garçon. Et il est hospitalisé pour des tentatives de suicide multiples. Mon collègue fait un entretien de grande qualité, un entretien court, mais très proche du patient. Le patient est très à l'aise, s'exprime. D'ailleurs, le patient est très à l'aise, peut parler de lui-même, etc. Donc après, entre soignants, on se regroupe, et puis, tour à tour, tous les soignants donnent leur point de vue sur ce qui se passe sur le soin, sur ce qu'il faudrait faire, comme une réunion de synthèse. Et le pédopsychiatre, donc, on lui demande alors le diagnostic, et il dit, comme diagnostic, état dépressif résistant et hyperactivité ADHD. Et puis voilà. Et puis à la fin, tout à fait à la fin, ils me disent « Ah, mais alors Bruno, toi, tu aurais dit quoi ?» Alors je leur dis « Ben, écoutez, d'abord, première chose, nous voyons les mêmes patients, c'est-à-dire que ce patient, j'aurais pu le voir en consultation. Et quelque part, j'aurais été pareil que Gordon, j'aurais fait le même entretien avec lui. Donc nous sommes pareils, quelque part. Mais par contre, je n'aurais jamais dit qu'il avait une dépression multirésistante. » Alors tout d'un coup, un silence total. Et pourquoi D'ailleurs, je dis, mais je pense qu'en France, très peu de pédopsychiatres doivent dire à 13 ans qu'un patient a une dépression multirésistante. Mais alors, tu dirais quoi? Moi, je dirais que c'est un état limite. Et au retour, dans la voiture, le collègue me dit « Ah, alors, qu'est-ce que tu as pensé de tout ça ?» Je dis « Écoute, oui, moi je pense qu'on aurait vraiment dit que c'est un état limite. » Alors il me dit « Ah oui, mais nous, on ne peut plus dire ça. C'est-à-dire, je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, il est trop jeune, et puis état limite, voilà, on ne peut plus dire ça. » Alors je dis « Tu vois, c'est extraordinaire parce que quand on regarde, vous savez qu'il y a une nouvelle mouture de la classification française des troubles mentaux, hein, qui a été adaptée de l'enfant à l'adulte, qui d'ailleurs doit être en ce moment en train de sortir dans les librairies, qui est un travail extraordinaire. Et pour le dire vite, les 4 grands troubles de l'enfant sont névrose, psychose, état limite, trouble réactionnel. Donc trouble limite, c'est un des piliers de la pédopsychiatrie française. Donc le premier point qui m'interpelle, c'est comment, alors que les patients sont les mêmes, alors que les cliniciens fondamentalement sont les mêmes personnes, comment on arrive dans un cas à mettre un trouble qui est un pilier de la nosographie, et dans l'autre, être dans une situation où on ne peut même plus le prononcer le mot. Alors bien sûr, ce qu'on m'a dit d'emblée, c'est ah mais oui, mais c'est ce que Marie-Michel a suggéré tout à l'heure. Oui, mais ils sont trop jeunes. 13 ans, c'est trop jeune pour dire qu'il y a une personnalité. Alors, bien sûr, moi, je ne suis pas un spécialiste de la personnalité, mais j'ai été à l'école et on m'a dit personnalité, oui, c'est compliqué, c'est ce qui permet de dire que quelqu'un est prévisible, etc., etc., etc. Mais
franchement, si on se laisse enfermer par des mots comme ça pour penser les patients, on ne va pas s'en sortir. Prenons juste du recul. Pourquoi n'aurait-on pas le droit de dire que l'enfant de 13 ans, et même de 8 ans, et même de 6 ans, n'a pas de personnalité? Enfin, ou alors, est-ce que vraiment le concept de personnalité est suffisamment fort et ferme pour pouvoir, comme ça, ne pas avoir le droit dans un cas et avoir le droit dans l'autre? Mais même, regardez, prenons encore plus de recul. Franchement, aujourd'hui, vous avez vu avec l'élargissement du trouble du spectre autistique. Franchement, est-ce qu'il n'y a pas certaines formes d'autisme qui sont de fait un trouble de la personnalité? Alors, c'est même pas un trouble de la personnalité, c'est une variante de la personnalité. Hein, et puis voilà, alors ça fait hurler parce qu'on n'est pas du tout dans les mêmes... Normalement, l'autisme, c'est pas un trouble de la personnalité, mais pourquoi pas? Donc, c'est la première interpellation de la nosographie par les états limites et le point de vue développemental, c'est que ces histoires de troubles de la personnalité, de maladies tout court, de dysfonctionnement, etc., les bords sont flous et il ne faut sûrement pas se laisser enfermer, dire ah ben non, tu ne peux pas dire état limite parce qu'on ne peut pas avoir de personnalité à 13 ans. Ça n'a pas de sens. Alors, je ne l'avais pas prévu, mais j'ai entendu Marie-Camille parler, a dit quelque chose que je trouve très juste. Fonctionnement limite, c'est pas pareil que trouble de la personnalité limite. Et pour moi, c'est évident, et j'ai entendu que tout le monde s'est dit, enfin, j'ai senti un acquiescement dans la salle. Et c'est vrai, j'ai cette impression aussi. Et je pense que c'est aussi là un point où la nosographie est challengée par les états limites, c'est, ben oui, effectivement, la nosographie aujourd'hui parle de troubles de la personnalité limite, elle ne parle pas de dysfonctionnement, enfin j'ai l'impression. Hein. Et pourquoi ? Eh bien, je pense qu'on est mal à l'aise pour dire ça. Alors, on pourrait dire, oui, le trouble, c'est quand il y a le fonctionnement qui génère de la souffrance. Hein, c'est ça un peu, c'est la différence entre un phénotype et un trouble. Enfin, c'est ce qu'on dit aussi dans les livres. Souffrance ou problème de fonctionnement, impairment. Mais entre nous c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que il y a des troubles psychiatriques sans dysfonctionnement, sans réel impairment, qui sont pourtant d'authentiques troubles psychiatriques, par exemple une anomaxie mentale sévère, il n'y a pas forcément de trouble du fonctionnement. Il y a une souffrance, mais il faut aller la chercher. Parfois, elle n'est pas montrée comme ça, de prime abord, et pourtant c'est un trouble psychiatrique grave. Et même, on a même des choses à contrario. On a des sujets en grande souffrance psychique avec des tableaux phénotypiques clairs qui pourtant n'ont pas de maladie psychiatrique. Par exemple, des gens qui souffrent d'un deuil, de la perte d'un proche. Hein. Donc ces histoires de dysfonction, de fonctionnement limite et de troubles est encore une zone d'interrogation autour des nosographies. Et moi, je trouve que dans la présentation de Marie-Michel, il y a eu quelque chose qui m'a interpellé. Moi, je trouve que ce qui fait qu'à un moment donné, on a un trouble, c'est une rupture phénoménologique. Phénoménologique, pas au sens américain, mais au sens de la psychiatrie phénoménologique de Minkowski et tout ça. C'est-à-dire, quand elle a dit, à un moment donné, bon, cet enfant, d'ailleurs c'était son frère qui venait en consultation, lui, il ne venait pas pour lui, et tout d'un coup, il a simulé le bruit d'une ambulance, hein, et tout le monde s'est arrêté. Voilà, cette sidération, c'est une rupture phénoménologique, c'est-à-dire, tout d'un coup, on rencontre quelqu'un qui est différent. Et il y a en général ce petit moment de retrait qui fait qu'une maîtresse vous dit « Cet enfant, non, vous savez, j'en ai vu plein, mais là, c'est pas pareil. Là, c'est pas pareil. C'est-à-dire, je ne le comprends pas. Et les autres parents d'élèves ne le comprennent pas. Et souvent, d'ailleurs, même ses parents ne le comprennent pas. Et c'est dans ce genre de situation, je pense, que l'on passe d'un problème de fonctionnement ou d'une question de fonctionnement, qui n'est pas toujours un problème, hein, à un trouble de la personnalité. Alors, un dernier point moins immédiat, moi qui m'interpelle autour de la nosographie, en particulier des états limites, c'est
l'opposition qu'il y a entre les systèmes critériologiques type DSM, etc., qui sont factuels et qui sont finalement assez simples, hein, effort pour éviter d'être abandonné, relations interpersonnelles stables, perturbations identitaires, impulsivité, etc. C'est un peu plus relevé comme symptomatologie que celle d'un état dépressif, hein, c'est un tout petit peu plus subtil et délicat à repérer, mais on est quand même très loin des descriptions que Marie-Michel a fait dans sa présentation. Ça n'a rien à voir. Ces descriptions littéraires, d'ailleurs, qui ne sont pas toutes les mêmes, hein, entre Kernberg, Bergeret, etc. Le domaine des états limites, c'est quand même particulièrement riche en champs, en descriptions psychopathologiques. Et toutes se recouvrent un peu, mais elles ne sont pas totalement en coïncidence. Et alors, comment ça se fait que l'on peut avoir d'un côté un système critériologique dur, et de l'autre côté des descriptions psychopathologiques extrêmement souples et complexes? Comment les deux peuvent-ils se recouvrer? Alors, et puis, bon, la question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est, alors, où les systèmes critériologiques sont très forts, c'est-à-dire ils ont réussi à donner quelque chose de consensuel et de relativement reproductible, ou alors ils n'abordent pas vraiment ce qu'est un état limite. Alors, à ce sens, pour répondre à cette question, je me suis servi d'un travail de linguistique, parce qu'en fait, l'approche critériologique est de fait une approche sémiologique, que la sémiologie, c'est du langage. Hein, sémiologie, c'est travailler avec les signes, et quelque part, on est proche du langage, et donc la linguistique, c'est une science qui est faite pour étudier les systèmes de signes et les langages. Et je ne sais pas si vous connaissez ce travail d'une linguiste qui est toujours vivante, Anna Wierzbicka, qui a montré qu'il semblerait que toutes les langues sont construites sur la base de semantic prime, c'est-à-dire d'atomes sémantiques. Il y en a une soixantaine. Donc ce sont des mots, en fait, qui, dans le dictionnaire, quand on essaie de les définir, on les définit à partir d'un autre mot qui est atomique et réciproquement, c'est-à-dire on ne peut pas les définir. Donc ces mots, c'est par exemple gros, petit, bon, mauvais, avant, après, parce que, etc. Et elle dit qu'en fait, tous les autres mots de nos langues sont en fait des symboles qui se substituent à des phrases écrites avec ces semantic prime. Par exemple, mentir, c'est quoi? C'est le mot pour dire ce que fait une personne quand elle dit quelque chose de pas vrai, parce qu'elle veut que quelqu'un pense que c'est vrai. Donc tous ces mots-là que je viens de dire sont des semantic prime. Je les mets ensemble à partir d'une syntaxe que la langue autorise. Ça fait un texte qui a du sens. Ce sens, je l'appelle mentir. Et comme ça, tous les mots de la langue vont être construits de proche en proche par récursivité. Je trouve que c'est fascinant comme théorie, et ça a l'air de marcher dans plein de langues. Alors, comment penser la sémiologie à partir de ça? Je pense que les fabricants de systèmes critériologiques ont volontairement recouru à des mots qui étaient les plus proches possibles de semantic prime pour décrire nos patients. Pourquoi? Parce que ces classifications doivent être le plus accessibles au plus grand nombre et, tant que faire se peut, reproductibles. Et pour que ça soit reproductible, il faut que très facilement, tout le monde comprenne ce que l'item veut dire. Et pour que tout le monde puisse comprendre ce que veut dire l'item, il faut qu'il soit sémantiquement simple et donc le plus proche possible de ces semantic prime. Donc ça part d'une bonne intention. Néanmoins, il se peut que décrire un sujet en termes de fonctionnement ou de personnalité, ça ne soit pas possible à partir de mots sémantiquement simples. Pourquoi? Et pourquoi en particulier les états limites? Alors il y aurait deux hypothèses. D'abord parce que le concept de personnalité est quand même lié à l'hypothèse que le sujet a un fonctionnement mental et que ce fonctionnement mental a une certaine particularité. Or, vous le savez, que la notion de fonctionnement psychique est une notion récente en fait. Pendant longtemps, on n'a pas vraiment considéré que les êtres humains avaient une conscience et une pensée, que cette pensée fonctionnait d'une certaine façon.
Et même dans toutes les cultures, ce n'est pas aussi évident que ça. Vous savez, par exemple, au Japon, on n'a pas la notion de conscience de soi comme on l'a, nous. On a la notion, vers l'âge de l'entrée au collège, de révélation de soi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que la conscience de soi. Donc, du coup, les mots que l'on a pour décrire le fonctionnement psychique, eh bien, ces mots sont forcément en bout de chaîne dans nos langues, du fait du tabou qu'il y a autour du fonctionnement psychique et de notre intérêt récent pour l'étudier. Ça, c'est une première explication. La deuxième explication, c'est que le fonctionnement limite, par définition, il est proche de la psychose. Par certains aspects, il la recoupe. Or, la psychose, par définition aussi, c'est un problème de rapport à la réalité. Or, le langage a pour but principal de décrire la réalité. Et donc, on manque de mots dans le langage pour décrire ce qui relève de la psychose, et donc pour décrire ce qui relève des états limites. Et donc, c'est pour ça que, alors qu'on voit ces patients, comme le montrait Marie-Michel, effectivement, on les voit en consultation, on a du mal à les décrire, et que les savants qui les ont décrits ont dû recourir à des textes complexes, longs, très fortement psychopathologiques, qui s'éloignent des classifications nosographiques. Bon, alors vous me direz que que je glisse vers des pentes lacaniennes, ce qui, je ne pense pas que ça soit ça. En tout cas, pourquoi pas, au demeurant, mais je ne pense pas que ça soit ça. D'ailleurs, je pense que ça n'est pas inéluctable. Je pense vraiment que aujourd'hui, notre langage manque de ces mots, et que petit à petit, on les construit, et que dans 10, 20, 30, 40 ans, quand nous serons habitués à manipuler ces mots et ces concepts, alors nous serons beaucoup plus à l'aise pour décrire ces patients, et nous serons décomplexés autour de la notion d'état limite. Je crois qu'il y a aujourd'hui, d'ailleurs, on est en train de vivre ça, pas pour les états limites, mais pour l'autisme. L'autisme qui est une psychose. Eh bien, non, nous avons tous les trois été au ministère de la Santé pour discuter d'autisme, et à un moment donné, donc je dis, oui, les psychoses, là, le conseiller de la ministre dit, mais Monsieur Falissa, vous n'allez quand même pas me dire que l'autisme, vous considérez que l'autisme est une psychose? Je lui dis, si. Mais quand même, on ne peut plus dire ça aujourd'hui. Je dis, la psychose, c'est un rapport différent à la réalité. L'autisme, c'est quand même un rapport différent à la réalité. Et là, il s'est tu. Et là, il s'est tu. C'est vrai. Et là, il s'est tu. Donc, l'autisme est une psychose, enfin, ça correspond à la définition du mot. Et effectivement, c'est difficile à penser, parce que c'est une psychose, effectivement. Mais du fait de l'élargissement du trouble du spectre autistique, du fait que les patients, dans les médias maintenant, vous avez des émissions de radio où des patients d'autistes de haut niveau viennent parler d'eux, et finalement, les mots dans la société, les mots commencent à prendre forme autour de l'autisme, et on peut presque dire que l'autisme est en train de ne plus devenir une psychose, parce que les gens sont capables d'en parler et d'utiliser des mots pour la représenter, et c'est très bien. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de patients qui souffrent, ou de familles qui souffrent, il y a des patients qui souffrent, dont il faut s'occuper, mais on est en train d'avoir une espèce de glissement psychopathologique de la pathologie autistique, du fait qu'on en parle, et que tout le monde en parle, et que c'est très bien. Et donc un jour, avec les états limites, je suis persuadé qu'on fera la même chose, et que du coup, nous aurons beaucoup moins ces problèmes de zoographie. Alors j'en arrive à ma conclusion. Finalement, est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est grave qu'il y ait d'un côté une nosographie un peu étriquée, mais quand même qui n'est pas si mal, C'est que, vous voyez, effort pour éviter d'être abandonné, relations interpersonnelles instables, perturbation de l'identité, impulsivité, conduite suicidaire, instabilité affective, sentiment de vide, colère intense et inappropriée, syndrome psychotique transitoire. Ça ressemble aux états limites. Donc, et c'est vrai que c'est plus facile que les textes de Kernberg, de Bergeret et tout ça. Et puis voilà, ça m'a pris 30 secondes.
Donc, d'un côté, ben oui, pourquoi pas utiliser ça? Alors oui, mais donc, comme on l'a vu avec les présentations précédentes, ah oui, mais c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire, c'est comme si là, en fait, on avait les points de cristallisation des états limites. C'est-à-dire que ces patients état limite, on ne peut pas les réduire à ça. Un patient état limite, c'est quand même une expérience très particulière dans la rencontre. On n'est pas pareil avec un patient limite qu'avec un patient hyperactif qui n'est pas limite. Les deux se recouvrent. Il y a des enfants qui ont un fonctionnement limite, avec d'ailleurs impulsivité, instabilité affective. Tout ça se retrouve pas mal dans l'hyperactivité avec déficit de l'attention. Donc, mais il y a des hyperactifs qui ne sont pas des états limites, et le rapport à ces patients n'est pas du tout le même que le rapport clinique que l'on a avec un patient qui est limite. Donc, or, le rapport, même sans parler de transfert ou de contre-transfert, le rapport au patient dans l'entretien, il n'existe pas dans les critères du DSM. Or, pourtant, c'est un élément clinique capital. Alors, donc, d'un côté, donc est-ce que c'est grave, finalement, de cliver comme ça, de cliver la clinique avec, d'un côté, des critères qui sont sémiologiques, assez durs, assez simples, efficaces, et puis de l'autre côté, une pensée clinique qui permet de nourrir l'entretien et de nourrir l'entretien thérapeutique, parce qu'on ne peut vraiment être thérapeutique dans un entretien que si on s'approprie le patient. Et pour s'approprier du patient, il faut vraiment penser avec lui, rentrer dans son fonctionnement au-delà de sa présentation symptomatique. Alors, c'est pas grave, à la condition que l'on ait bien compris qu'il y avait les deux. Voilà, que les deux ne sont pas en franche compétition, qu'ils obéissent à des logiques qui sont différentes. Et en fait, j'ai remarqué que les collègues nord-américains fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que d'un côté, alors pas tous, mais beaucoup, d'un côté, ben pour l'assurance, pour savoir quel médicament prescrire. Alors, pour savoir quel médicament prescrire, il faut regarder ce que donnent les études. Pour faire des études, il faut des critères d'inclusion. On ne peut pas servir de bergeret pour faire des critères d'inclusion, ça ne va pas marcher. Donc on va prendre le DSM comme critère d'inclusion. Et donc du coup, ben, les études ne donnent des renseignements que sur des patients qui avaient des critères d'inclusion qui correspondent au DSM. Donc je suis obligé de penser en termes de DSM pour pouvoir me servir des résultats des études. C'est comme ça. Donc d'un côté, vous avez une partie de votre vie très médicale, où vous fonctionnez dans votre tête avec des critères. Et puis d'un autre côté, pour les collègues américains qui font des psychothérapies, alors tout d'un coup, ils changent de mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, ils mettent toujours le mot empathie derrière, mais je ne pense pas que c'est une question d'empathie, c'est une question de, là, je suis dans la relation à l'autre, nous allons travailler ensemble, et là, la grille symptomatique, elle ne me suffit plus pour rentrer dans ce travail. Je suis obligé de me nourrir de psychopathologie, de textes, même si ces textes ne vont pas tous dans le même sens, ils me permettent d'avancer et d'avancer avec mon patient. Et je pense que, voilà, pourquoi pas. Alors, est-ce que nous devons faire pareil? À chacun de nous de décider. En tout cas, je vous remercie pour votre attention.